Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Société. Tout d'abord, je vous présente évidemment mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Alors en ce début justement d'année 2015, nous allons nous intéresser à ce qu'il faut espérer pour l'année à venir sur le plan économique et social. On va faire donc un tour de table avec mes invités. Bonsoir Bertrand Decré, vous êtes le président du MEDEF des Yvelines. Bonsoir Éric Prévost, vous êtes le secrétaire départemental de la CGT. Bonsoir Jean-François Laborde, vous êtes président de l'Union départementale CFE-CGC, ce sont les cadres. Et Dominique Ruffier, bonsoir, vous êtes secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière. Alors lors de ces vœux, je ne sais pas si vous les avez entendus, le président de la République François Hollande a appelé à faire confiance, à cesser le dénigrement. Et selon un récent sondage, nous sommes l'un des peuples les plus moroses au monde. Seulement 6% des Français voient une amélioration de la situation économique en 2015. Est-ce que vous, autour de cette table, rapidement, vous êtes morose aussi ? Oui, Dominique Ruffier. Oui, excusez-moi, je prends la parole en premier, mais morose, on ne va pas dire qu'on est morose, mais maintenant, on n'a aucune raison de se réjouir non plus. Quand on voit toutes les annonces qui sont faites par le gouvernement, il n'y a rien qui donne à sourire. Et quand on voit les résultats, notamment au niveau du chômage ou des salaires qui restent bloqués ou qui augmentent que très peu, on est obligé de rester au minimum dubitatif. Moi, comme on est sur les perspectives 2015, je veux dire deux mots sur 2014, puis comme vous vous interrogez sur les vœux du président de la République, c'est que 2014, on a continué à avoir une politique de rigueur, un MEDEF qui est souvent dans la provocation et dans la surenchère au niveau des négociations qui existent au niveau national, voilà. Et puis un espoir, un sujet de contentement, puisqu'il y a eu début décembre les élections dans les 3 fonctions publiques, une progression de la CGT dans le département qui devient la première organisation syndicale. Voilà. Donc c'est plutôt un sujet de contentement. Ah, contentement. En ce qui concerne la CFE-CGC, nous ne sommes pas étonnés. Les cadres en particulier, les classes moyennes que nous revendiquons de représenter, sont aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, les plumer. On arrête de plumer les cadres, et donc effectivement, à partir de ce moment-là, quand on arrêtera de supporter le maximum des efforts demandés à l'ensemble des Français, nous aurons peut-être un meilleur moral. Un bon moral ou pas pour Bertrand Decré ? Je serais mitigé parce que, en tant qu'entrepreneur, je suis d'abord un optimiste. Et on ne peut pas entreprendre si on n'est pas optimiste. Alors, il est clair que les chiffres dont parlait M. Ruffier, l'accroissement du chômage, il est clair que les cadres qui subissent une pression fiscale, ça sont des éléments qui ne vont pas dans le sens de la gaieté et de la joie. Maintenant, je pense qu'on peut avoir devant nous la crise, ce n'est pas une fatalité. Elle se combat par le développement des entreprises, parce que si les entreprises se développent, elles feront de la croissance et elles généreront de l'emploi. Donc moi, je suis confiant dans l'avenir. Alors aujourd'hui, la situation n'est pas bonne, certes, mais je suis confiant et je pense que c'est ensemble. Sur l'annonce de l'augmentation de la croissance en 2015 ? Alors, si vous voulez, moi, je crois que la croissance, c'est pas un truc qu'on peut... En fait, nos économistes, s'ils étaient si brillants, ils feraient peut-être moins d'erreurs. On les annonce, on les fait, et malheureusement, elles ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc la croissance, elle peut se construire. Moi, je crois qu'on peut la construire. On a en France du talent, on a des gens de talent qui sont capables de le faire. Et c'est ensemble, d'ailleurs, avec les partenaires sociaux, qu'on devra développer quelque chose et faire quelque chose. Ce n'est pas la discussion, par le travail. C'est quelque chose que la CFE-CGC a entrepris avec 2 autres partenaires sociaux qui, malheureusement, ne sont pas là ce soir, la CGPME et la CFDT. Depuis plusieurs mois, qui ont été invités à participer. Depuis plusieurs mois, nous travaillons de façon très concrète sur le bassin de l'emploi du Mantois, qui est le plus touché dans les Yvelines, pour mettre en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières territoriales. C'est-à-dire, ça s'adresse à des petites entreprises, des PME, des TPE, de façon à avoir un flux de salariés entre 2 entreprises, l'une est en difficulté, l'autre recherche des compétences, et momentanément faire un prêt de salariés. Nous sommes en train de travailler là-dessus, et 2015, et c'est le souhait que je formule pour les Yvelines et l'emploi en 2015, qu'on va essayer de monter, ça devrait aboutir au mois de février, une expérimentation. Et de cette expérimentation, si on arrive à drainer des entreprises dans le Mantois, on va essayer de préserver l'emploi, tout d'abord préserver l'emploi, préserver les petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus grandes créatrices d'emplois et potentielles de création d'emplois
en France et dans le département en particulier. Alors l'emploi, vous en parlez justement, je continue à rebondir dessus, 10,4%, c'est le taux de chômage en France. Qu'est-ce qu'il faut faire en France et dans les Yvelines évidemment? Moi j'ai une divergence peut-être avec M. Decrès, avec le MEDEF en tout cas en général, et certainement avec le gouvernement aussi actuel, peut-être même le précédent d'ailleurs. On nous dit qu'il faut relancer par l'offre. Ça n'a jamais fonctionné. Il n'y a jamais eu de politique, à ma connaissance en tout cas, de relance par l'offre. La relance par la demande, ça existe. La demande publique, la demande individuelle. Et en France, on nous dit que la croissance tient parce que les ménages consomment encore. Alors le problème, c'est combien de temps les ménages vont pouvoir consommer encore. Mais la demande par l'offre avec les prix bas, donc notamment les salaires bas, parce que ce qui fait les prix bas, ce n'est pas que la matière première, c'est aussi les salaires, ça ne tient pas. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Donc le développement de l'entreprise ne se fait d'ailleurs que par la vente, parce que si l'entreprise ne vend pas, si elle n'a pas de carnet de commandes plein, elle ne se développe pas, elle ne grandit pas, elle ne vend plus et même elle périclite. Tant qu'on aura ce problème de chômage et de salaire, qui vont d'ailleurs ensemble, on n'y arrivera pas. Voilà ce que nous, on constate. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En effet, quand on commence à taper à la bourse avec des impôts, des charges salariales de plus en plus importantes, et on retrouve ça au niveau des entreprises, si elles sont ponctionnées, elles ne vont plus investir. Donc si on n'investit plus, on consomme moins. C'est ce qui se traduit au niveau des salariés. N'ayant plus de pouvoir d'achat, on va réduire la consommation qui était aujourd'hui portée au niveau national. C'est ce qui nous portait notre économie. L'économie française, 2015, comment le voir? Il y a un certain nombre de facteurs qui sont ouverts. Le coût du pétrole, l'euro qui est à un niveau historiquement bas. Mais aujourd'hui, ce qui manque, et je ne veux pas vous donner un cours d'économie keynésienne, ce qui manque, c'est la confiance. Et c'était le début de votre propos. Et tant que cette confiance n'est pas renouvelée, on va rester frileux. Il faut effectivement arriver à créer, et ça, je pense que ce sont tout à fait le rôle des partenaires sociaux, d'aller au-delà des barrières et des préjugés que nous pouvons avoir entre nous, pour arriver à construire des dynamiques sur des bassins restreints, de façon à ne pas en faire un dogmatisme. Être dans le concret et construire des éléments pour petit à petit créer des dynamiques. Éric Prévost, la confiance, c'est important pour notamment résoudre cette problématique du chômage. La confiance, comme a dit Dominique Ruffier, elle va redémarrer si on arrête les politiques de rigueur qui bloquent les niveaux des salaires. Et puis il y a une question qu'on n'a pas encore abordée ce soir, c'est dans notre département les questions de politique industrielle. Voilà. On avait eu une rencontre intersyndicale à l'initiative du président du Conseil général il y a 2 ans, je crois que c'était en octobre 2012, voilà, où le président du Conseil général nous avait tous réunis et on était tous d'accord sur l'idée qu'on avait besoin de travailler ensemble sur l'avenir industriel de notre département. Et actuellement, dans la métallurgie, nous consultons nos syndiqués et CGT sur les initiatives à prendre pour le développement industriel du département. Et cette réunion qui a eu lieu il y a 2 ans, elle a abouti sur quoi? Elle a débouché sur des constats, sur des déclarations. Malheureusement, je le disais hors plateau tout à l'heure, le MEDEF n'était pas présent. Bon, voilà, c'est... Voilà. Bon, vous n'étiez pas invité? Je n'ai même pas su en parler hors plateau, je n'ai pas eu connaissance de cette réunion. Voilà. C'est dommage, effectivement. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on reprenne des initiatives pour qu'il y ait une politique industrielle qui engage à la fois l'État, les entreprises sur... L'industrie, c'est quand même le moteur de l'économie d'un pays, quoi. Si on veut avoir des services publics, des postes, si on veut avoir des hôpitaux... de créer l'industrialisation des Yvelines. Je suis assez d'accord avec vous, avec ce que vous venez de dire tous. Alors, je suis certes président du MEDEF, mais je suis d'abord un chef d'entreprise et un patron de PME. Donc, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé tous mes emplois. Je n'ai jamais licencié depuis que j'ai créé mon entreprise. J'ai eu la chance d'avoir de la croissance, de la créer, ma croissance, et dans un secteur morose, je continue à créer et je développe. Aujourd'hui, je le dis, et j'ai fait la proposition à un de nos ministres une fois, je lui dis, vous m'écrasez de charges. Alors moi, je n'ai pas de rente de compte à l'administration. Je suis propriétaire de toutes mes actions, c'est une PME, j'en suis le patron. Et je suis prêt, parce que ça tirera mon activité, à offrir plus de services, à avoir plus de salariés. Et j'étais prêt, je lui dis, écoute, moi je suis prêt à vous faire un truc. Je vous achète des chômeurs contre des charges. Enlevez-moi des charges
et je vous prends des gens, vous n'aurez plus à les payer. Je créerai de l'emploi, ces gens-là, ils auront un travail, ils seront mieux payés. Et ça, je suis d'accord. Et je préfère donner des salaires supérieurs à mes ouvriers que de payer des charges. Nous sommes écrasés de charges. Et vous avez raison, monsieur Russier. La croissance, ce n'est pas avec la demande. Si on a plus de salariés, moins de chômeurs, plus de gens mieux payés, ça consommera plus. Et je suis absolument d'accord avec vous. Et ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales. Oui. Et alors, elles sont écrasantes aujourd'hui pour nous. Écrasantes. Alors, ces charges ou ces cotisations sociales, le pacte de responsabilité doit y répondre. Aujourd'hui, il y a 7 branches professionnelles qui ont signé ce pacte de responsabilité. Le gouvernement en souhaiterait 50. Le MEDEF dit oui, et puis... J'ai une question toute simple pour vous. Ah bah. Un SMIC, à votre avis, annuel, c'est combien? Ça coûte combien un SMIC annuel? Je ne pourrais pas répondre. Est-ce qu'il y en a un qui le sait? Ça coûte un SMIC annuel. Ils sont tous en train de faire le calcul. 1003 fois 12, à moi, ça me coûte combien? C'est de l'ordre de 30 000 euros. On n'est pas loin. Est-ce que vous croyez que le salarié touche 30 000 euros? Non, mais ce que je dis, c'est 30 000 euros annuels. Non, mais attendez, ça donne quand même une bonne proportion des choses. Alors, est-ce que ce pacte de responsabilité, ça répond en partie à cette problématique de charge? On est sur une voie, on est loin d'avoir abouti. Aujourd'hui, les entreprises... Parce que vous savez, la France est un pays de PME. Moi, on n'arrête pas de me parler du CAC 40, des grosses entreprises. Mais le CAC 40, par définition, c'est 40 entreprises, par définition. Le MEDEF, c'est 90% d'entreprises de moins de 10 salariés. 90%. La France, c'est 97% d'entreprises qui ont moins de 50 salariés. Alors, sur le pacte de responsabilité, ça répond en partie, pas complètement? Mais pas en partie. Nous sommes sur une voie, on n'est pas arrivé. Là, j'ai une position. C'est quand même beaucoup d'argent qui est injecté dans ce pacte de responsabilité. Voilà. Dans ce pacte de responsabilité, il y a 2 choses. Il y a les négociations de branches, et aujourd'hui, on retrouve un déséquilibre entre ce qui est accordé au patronat au sens général du terme, qui est représenté par les syndicats, et on en a débattu tout à l'heure légèrement hors plateau, donc représenté par les syndicats de patronat, qui sont la CGPME et le MEDEF principalement. Et en contrepartie, les positions, les accords sont assez flous au profit de l'embauche, au profit des salaires. Bon, là, c'est un premier volet. Deuxième volet, qui est en place depuis à peu près 1 an, qu'on appelle le CICE, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi, quelque chose qui est très bien, qui, au profit des PME, des TPE, je trouve ça excellent. Ça leur donne un apport de cash pour passer la crise. Pour les TPE, PME, oui. Pour les grandes entreprises, et en particulier du CAC 40, non, parce qu'elles organisent une chasse au crédit d'impôt dont elles n'en ont pas besoin. Là-dessus, il faut vraiment mettre l'argent là où on peut générer de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est principalement dans le tissu de TPE, de PME, qu'en France, et en particulier dans les Yvelines, on peut générer de l'emploi. À réduire les charges. Quand le préfet nous a réunis pour nous présenter le pacte de responsabilité après le CICE, nous avons critiqué au sens où ce que nous critiquons, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'utilisation de cet argent public. Voilà. C'est surtout ça. Moi, je suis d'accord sur le besoin, dans certains cas, d'aider notamment les TPE, les PME. Ça peut s'entendre. Mais on a besoin, à chaque fois, de contrôler l'utilisation de l'argent public. Si c'est pour augmenter les profits des actionnaires, des grandes entreprises, voire de certains services publics, de banques, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà. François Vrillard, vous n'avez pas adhéré au pacte de responsabilité? Non, on n'y a pas adhéré. Et moi, j'entends ce que vous dites. Lorsque vous dites que vous êtes prêt à payer plus vos salariés, le problème, c'est que je n'entends pas beaucoup de patrons le dire. Ça, c'est un vrai problème. Bien souvent, quand il y a un dispositif qui est mis en place, c'est pas pour savoir je paierai moins de cotisations, parce que moi j'appelle ça aussi des cotisations. C'est pas pour dire je paierai moins de cotisations, mais je paierai mieux mes salariés. C'est pour dire comment je diminue ma masse salariale dans sa globalité. C'est pour dire comment je vais faire en sorte de récupérer cet argent des cotisations pour finalement ne pas le réinjecter et pour augmenter le bénéfice des actionnaires. Et ça, nous, on ne peut pas l'entendre. Le travail dans les entreprises se fait quand même par les salariés, c'est eux qui produisent physiquement, et c'est eux les lésés au bout du compte, parce que le résultat final n'est pas partagé de manière, je veux dire, équitable, pour ne pas dire égale. Je pourrais dire égal, pourquoi pas finalement. Mais voilà, c'est... Je préfère le mot équitable. Alors, je vais essayer de vous répondre quand même. Vous employez des mots qui n'ont pas cours pour 97 d'entreprises françaises. Vous me parlez d'actionnaires. Je ne sais pas ce que c'est qu'un actionnaire, moi. Oui, mais mais on est 97%. C'est quand même une majorité écrasante d'entreprises qui sont des entreprises dont le capital est détenu par 2-3 personnes. Ce sont des entrepreneurs qui ont tous, vous voyez, moi, mon MEDEF territorial, l'ensemble de mes adhérents
sont quasiment tous des créateurs et des repreneurs. Ils ont entre 30 et 60 ans. Ils ont été des employés. Ils ont créé leur entreprise. Et chapeau bas à tous ces garçons et ces femmes qui ont investi, qui ont pris des risques, qui ont vendu leur maison et qui ont des boîtes qui vont entre 3, 4, allez, et 40, 50 salariés. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Moi, ce que j'ai dans la tête en tant que patron, c'est pas demain, quand j'ai eu le CICE, la première chose que j'ai fait, et j'ai eu du CICE, c'est d'investir, c'est de créer un nouvel emploi. C'est la première chose que, si je fais ça, je développe mon entreprise. Et croyez-moi que la passion que j'ai, c'est de développer mon entreprise. Et quand je la développe, alors je ne suis pas l'altruiste, hein, mais quand je développe mon entreprise, je crée de l'emploi et je crée de la richesse. Et c'est ce qui nous anime. Alors, après, quand je vois tomber l'année, que je sais que cette année, on me hausse la TASCOM et qu'on me bouffe intégralement le CICE, parce que c'est ce qui arrive quand même, hein. Ce qu'on m'a donné en CICE, on me l'a repris, on me le reprendra intégralement sur 2015. Alors vous y êtes pour rien, mais c'est ce que l'État a fait avec nous. Donc, d'un côté, on nous donne quelque chose, on investit, et on se dit, tiens, on va avoir une surtaxe derrière. Je veux dire, tant pis, j'ai bien fait d'investir. Le problème, c'est que l'État n'entend par contre que les actionnaires. Il suffit qu'un gros patron, et effectivement ceux du CAC 40, mais enfin ils emploient quand même pas mal de monde, disent « je vais quitter la France si je suis assommé par les charges », et on fait tout pour lui donner satisfaction, qu'il reste en France, alors que finalement des talents, effectivement, il y en a certainement parmi les gens comme vous, qui pourraient peut-être émerger à ce moment-là. Finalement, on aurait le droit de rêver à ça aussi. C'est tout à fait jouable. Si on prend la filière automobile, par exemple, qui est la première filière industrielle du département, beaucoup de PME ou de TPE dépendent de ces grandes entreprises. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. On peut prendre le secteur de l'aéronautique, etc. Vous avez raison. Pour ce qui concerne l'automobile, j'ai regardé les chiffres, je suis chez PSA, Peugeot, Citroën, et j'ai vu avec plaisir que tous les groupes français ont repris, entre guillemets, du poil de la bête en 2014, c'est-à-dire que les salariés, les consommateurs français ont acheté beaucoup plus de voitures françaises en 2014 que lors des années précédentes. Et ça, il y a un mouvement qui va dans le sens de 2015, qui va dans le sens d'un retour à l'emploi français, parce qu'on parle des difficultés du chômage. C'est positif. Oui, c'est très positif, et il faut que ça se développe. Achetons français, investissons en France, comme vous le faites, et parce que quelque part, ça va préserver nos systèmes sociaux. Aujourd'hui, nos systèmes sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la santé, que ce soit le chômage, sont intégralement basés sur les charges, ou les taxes, comme vous le dites, qui sont prélevées sur le salaire. Et ce n'est pas un salarié de Roumanie, pour faire allusion à un groupe qui fabrique des voitures là-bas, ou un salarié chinois qui vient fabriquer des jouets ou de l'électronique que le grand public pour la France, qui va payer nos retraites, qui va payer notre sécurité sociale, qui va contribuer aux charges famille. Il faut que nous consommions français. C'est un des souhaits maximum, très grand souhait que je fais pour 2015. Plus loin, et vous avez raison, et j'irai même plus loin, je dirais, achetons ce qui est produit en France. Oui. Parce que je dis bien produit, pas forcément français. Alors achetons ce qui est produit en France, il faudrait qu'on puisse le savoir correctement. Relancer l'industrie. Vous parliez de tout ça. Eh bien, une entreprise étrangère qui installe une usine en France et qui produit en France, elle fait travailler des salariés français. Donc ça rapporte justement, ça contribue à ce que vous disiez. Donc même aller plus Toyota à Valenciennes, c'est le premier cas. Toyota à Valenciennes, première voiture produite en France. La Yaris. Achetons ce qui est produit en France. Et pas une autre Toyota. C'est pas un constructeur français, Toyota. On va aller plus loin même. On va avancer dans ce débat. Je voudrais votre avis sur la loi Macron. La loi Macron, c'est une loi qui a fait couler énormément d'encre. On a vu notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice dans la rue pour dénoncer cette loi, une loi pour la croissance et l'attractivité qui veut en tout cas déverrouiller et lever les blocages de l'économie française. Alors lors de ses vœux, le président Hollande a dit que c'était pas non plus la loi du siècle. Malgré tout, elle existe, cette loi. Vous en pensez quoi? C'est une loi fourre-tout. Vous retrouvez côte à côte des décisions prises pour développer le transport par autocar entre les villes françaises, quelque chose qui vise à remettre en cause certaines procédures prud'homales, et vous avez le travail du dimanche. Si vous me dites pas que c'est une loi fourre-tout, réglementées, si vous me dites pas que c'est une loi fourre-tout, voilà. Mais attention. Je vais être encore plus sévère, moi. À partir du moment où on fait une loi fourre-tout, je vais dire que c'est qu'on n'a pas d'idée politique. On n'a pas de stratégie économique. Et là, c'est le cas. On a pris tout un tas de petites mesures qui sont dans l'air depuis des années pour certaines. Je pense effectivement au travail dominical. C'était un serpent de mer. Et là, on a mis tous les articles un par un. Alors un coup sur ça, un coup sur ça, un coup sur ça.
Et il n'y a pas de stratégie derrière, c'est pas vrai. Il ne va pas nous faire croire, ce ministre de l'économie, que derrière, il a un plan pour relancer l'économie avec toutes ces mesurettes, parce que pris un par un, ce ne sont que des mesurettes. Mais ces mesurettes vont faire mal quand elles seront appliquées. Moi, ça me fait rire quand on dit travailler le dimanche, ça va déverrouiller l'emploi. Quand le salaire est bloqué, on n'achète pas plus. C'est pas parce que les heures d'ouverture... C'est passé de 5 dimanches travaillés à 12 dimanches travaillés oui, dans l'année. Pour l'instant, c'est 12, mais on sait très bien que le but, c'est d'ouvrir le dimanche en général. Et lorsqu'on aura le dimanche banalisé, en plus, il n'y aura plus les primes ou les 25, 50, 70%, 75% dans certaines entreprises qui donnent... Eric Prévost sur la loi Macron, puis après je passerai la parole à Bertrand Dequin, parce que le MEDEF a salué la loi, donc vous serez le défenseur. C'est une loi de régression sociale. Il a été parlé du travail du dimanche, mais ça vient d'être dit. Après les 12, on passera à 13, 14, 15. C'est une régression sur le travail de nuit. C'est la remise en cause des conseils de prud'homme. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important, qui est un lieu où c'est là que peuvent être gérés les conflits entre employeurs et salariés, et avec des gens qui connaissent les problèmes, puisqu'ils sont... Voilà. Alors, Bertrand Dequin, défendez-la, la loi Macron. Non, on ne la défend pas tant que ça. Ah bon la position de la c'est pas de défendre Macron et de dire qu'il y a une avancée. Il y a une avancée, il y a quelque chose. Mais d'abord, en plus, il faudra un décret d'application, il faudra préciser tous les cadres. Donc, moi, alors à titre personnel, je serais un peu d'accord avec M. Ruffier, c'est une loi fourre-tout. C'est une loi fourre-tout, il y a beaucoup de choses. Alors, en plus, oui, des choses assez flou. diverses. Bon, si maintenant, il y a des mouvements, qu'en sera-t-il réellement des professions libérales ? Nous allons voir. Qu'en sera-t-il réellement du travail le dimanche ? Nous allons voir, parce que c'est pas la loi ne permet pas. Il va y avoir des décrets d'application, d'encadrement, de discussion. Bon, on va voir. En tant que patron, et pourtant, alors je vais me dire, je suis à la grande distribution et je suis ouvert le dimanche matin, parce que moi j'ai le droit de le faire. Alors, je vous donne un exemple tout simple, mais tout simple pour montrer qu'il faut s'adapter. Et j'ai aucune envie d'ouvrir l'après-midi. Je vous cache pas, tout le dimanche, j'ai aucune envie de le faire, vraiment. Il y a des patrons qui... Non, mais moi, j'ai pas envie. Moi, le dimanche après-midi, parce que moi, j'y suis dans l'entreprise quand c'est ouvert, donc j'y suis tout le temps, et j'ai envie de me reposer dimanche après-midi. À titre personnel, j'ai envie, moi. Je vais vous le dire. Donc, je me bats. Non, mais je me bats avec mes salariés. Est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent le dimanche ? Mais je vais vous donner, tiens, une salariée de chez moi, qui est mère de famille, qui est caissière, qui m'a demandé de travailler le dimanche matin, parce que moi j'ai des étudiants ici à Saint-Quentin, il y a une fac, on a de la chance, donc je peux recruter des étudiants pour le dimanche et ne pas faire travailler mes salariés. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais travailler le dimanche ? Parce que moi le mercredi, si je suis de repos, j'ai pas besoin de prendre de nounou, et j'ai mes enfants, je peux les garder. Comme ça, le dimanche matin, mon mari est là, que d'aller bosser, moi, de 9h à midi, ça me va très bien. Elle me l'a demandé. Comme quoi, il faut pas... Augmenter son salaire. Mais en plus, en l'occurrence, elle est payée plus le dimanche. En plus, elle me dit dimanche, le vendredi, je suis moins payé et le dimanche, je suis mieux payé. Alors, en tant que patron, moi, je ne suis pas forcément favorable à payer plus le dimanche. Pourquoi ? L'important, c'est que le salarié ait une vie organisée, 7 ans de repos, et si elle veut travailler comme ça, pourquoi pas ? Il faut répondre, à mon avis, c'est justement la discussion. Je suis contre les dogmes, je suis opposé aux choses qui sont dogmatiques. La même chose pour tout le monde ? Non. Je pense qu'il faut discuter et trouver à chacun. Il y avait vraiment de discussion à avoir, inter-entreprise, pour savoir qu'est-ce qui vous va bien. Des gens ils vont me dire, je suis très catholique, le dimanche est interdit, c'est une question de religion. Pourquoi pas ? Je peux l'accepter. Non, mais moi, c'est pas par dogme que je dis ça. Attention, c'est parce qu'on sait très bien que le jour où c'est généralisé, on perd les avantages du travail du dimanche, à savoir le sursalaire. Et c'est ça qui me gêne. Après, oui, mais pourquoi sur le dimanche ? L'important, c'est qu'il y a un salaire annuel, si vous voulez, c'est ça l'important. Pourquoi est-ce que les heures du dimanche sont plus payées que les heures ? L'important, c'est parce que justement, c'était férié jusque-là, et si on enlève ce jour férié, les grands perdants de l'augmentation du nombre de dimanches travaillés, et je suis d'accord avec toi, on risque de se trouver dans une spirale négative, ce sont les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart ce sont dans le milieu du commerce où on va ouvrir le dimanche, et la majorité des salariés du commerce, grande distribution ou le commerce, ce sont des femmes qui vont se retrouver dans une situation à être le dimanche complet sans voir leur famille. Bien souvent, on a affaire à des femmes qui ont vraiment la nécessité de travailler, donc elles vont être entre guillemets volontaires pour travailler le dimanche, pour avoir un salaire un peu plus important, et parce qu'elles sont dans une situation financière délicate, bien souvent des femmes élevant seules leurs enfants. Donc socialement, il faut faire un débat. Il faut être concret. Moi, je suis entreprise de la grande distribution dans le commerce.
Je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai aucune envie de le dimanche après-midi. Bon. Le dimanche matin, c'est une réalité sociale. On a bien compris que les conseillers d'apogée, ça faisait débat. Quand ils travaillent toute la semaine, ils font leur truc le dimanche matin. Il nous reste une minute. Pour revenir très rapidement sur la loi Macron. La loi Macron, il ne l'a pas inventée en quelques semaines. Il nous reste une minute. C'était au départ, très rapide, c'était au départ un projet Montebourg. Et oui, ça s'appelait orienté sur le pouvoir d'achat. Ouais. Le projet de la loi Macron, c'est sur la compétitivité. Donc il y a un changement de cible. Bon, et c'est dommage. On a compris en tout cas que cette loi ne faisait pas l'unanimité autour de cette table, loin de là. Allez, il nous reste une petite minute. Je voudrais juste un petit mot pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2015 ? Éric Prévost, en un mot. Je rappelle que la CGT fait son congrès au mois de mars à Guyancourt. On tient notre congrès au mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ce qu'on peut souhaiter, c'est le développement du nombre de syndiqués. Je pense que c'est un souhait général, d'ailleurs, pas que pour la CGT, parce que le taux de syndicalisation en France est très très faible et je pense que c'est à souhaiter pour toutes les organisations syndicales. Dominique Ruffier, rapidement. Écoutez, moi je souhaite forcément la même chose parce que c'est à travers le syndicat de toute façon que le salarié peut se défendre. Ça c'est très clair. Là où il n'y a pas de syndicat, on va couramment au prud'homme, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, moi je préférerais avoir plus besoin de syndicats, à la limite, pourquoi pas, avec des salaires qui permettent de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas. Un mot. Un mot. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Ce que souhaite la CFE-CGC, l'équité, pas l'égalité. À travail, Bertrand Boegret. Les responsabilités. Moins de charges et de la croissance pour notre entreprises. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus sur le plateau du 7-8 Société pour démarrer cette première saison en fanfare. Merci à vous quatre et bonne soirée.